Bonjour à tous et bienvenue sur Épargne et Cacahuètes, le podcast finance du 5e étage. Moi c'est Rémi et aujourd'hui nous allons parler un petit peu finance, objectif 2020 et je vais partager avec vous mon plan d'action en fait pour réaliser l'un de mes objectifs pour cette année qui est d'optimiser mes finances. Donc pour être très précise, mon objectif tel que je l'ai rédigé, puisque j'aime bien mettre ce genre de choses par écrit, c'était en 2020, j'optimise mes finances pour épargner plus et épargner mieux. Alors, rapidement, je vais vous expliquer comment je fonctionne pour tout ce qui est objectif, bonnes résolutions, etc. Les bonnes résolutions de début d'année, je n'en prends pas. Je n'en prends pas en tout cas avec cette terminologie-là. Je trouve que ça ne fonctionne pas avec moi, tout simplement. Par contre, je me fixe 3 objectifs. Donc 3 objectifs qui ne sont pas forcément très spécifiques, puisqu'il s'agit de, quelque part, si vous voulez, de donner 3 grandes lignes, 3 grandes thématiques pour mon année. Et ces 3 objectifs, je vais les en fait subdiviser en plein de petits objectifs afin de pouvoir arriver à réussir ce que je veux réussir, en fait, tout simplement. L'escalier et de monter marche après marche, ce qui est beaucoup plus simple. Donc, au final, ce sont des objectifs que je vais quantifier. Donc, ces sous-objectifs, je vais les faire, je vais les mettre en place de façon à ce qu'ils soient réalisables, puisque ça sert à rien de se mettre un truc complètement réalisable, on abandonne rapidement. Moi, je préfère réussir plein de petites choses très faciles et au final me dire waouh, j'ai monté tout ça. Plutôt que d'essayer de me grimper comme ça à l'Himalaya et de me planter lamentablement. Voilà. Donc c'est un petit peu le principe pour tout. Donc pour ce qui est d'optimiser mes finances, c'était vraiment très vague. En fait, c'est quelque chose qui m'est venu en faisant un peu mon bilan de l'année 2019. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail après. Je me suis rendu compte que côté finance, c'était pas mal, mais c'était pas top non plus. Alors, c'était pas mal parce que voilà, je suis plutôt pas trop mal financièrement parlant. Par contre, c'était pas top puisque j'ai eu quelques petits pépins qui ont fait que j'ai pioché dans mon fonds de secours et du coup, au final, je me suis rendu compte que j'avais pas épargné au sens de l'épargne stricto sensu, pas du fonds de secours, etc., mais vraiment de l'épargne sur le long terme. J'avais pas épargné des masses et je trouvais ça plutôt dommage. Je me suis aussi rendu compte que le produit d'épargne que j'utilise à l'heure actuelle, qui est un livret A basique, il y a mieux. Voilà, à plein niveau. Mais ça, on va revenir dessus. Donc, mon bilan 2019. Les 3 points positifs de 2019, c'est que je n'ai jamais été dans le rouge. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est non négociable. Pas de découvert. Être à découvert, ça m'angoisse à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, pour moi, c'est juste pas possible. Donc, je n'ai jamais été dans le rouge. Je mets en place un système d'alerte avec mon compte bancaire pour savoir, en fait, j'ai un SMS qui arrive à différents niveaux de compte et j'essaie de pas dépasser un certain niveau de compte. Sachant que je me retrouvais, si vous voulez, jamais dans le rouge puisque l'an dernier j'épargnais en fin de mois. Cette année c'est un peu différent puisque je me retrouve à 0 en fin de mois puisque j'épargne en début de mois. Donc je fais un budget à base 0, ce qui n'était pas tout à fait le cas l'an dernier. Deuxième point positif, j'ai quand même réussi à mettre de l'argent de côté pour mon fonds de secours, mon fonds d'urgence plus exactement, donc pour les pépins. J'ai même, comme j'en reparlerai dans les points plus négatifs, tapé dedans pas mal, parce que je suis notamment un pépin vétérinaire, tout simplement. J'ai réussi à le remonter pas mal dans l'année, donc c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est un bon point. Ça veut dire que j'ai une capacité à épargner, financièrement parlant, qui est présente. Bon, je vais pas franchement utilisée au mieux, mais qui est présente. Et ensuite, un autre point positif, j'ai tout noté de façon très détaillée. Alors, pour être honnête, j'ai tout noté de façon trop détaillée. C'est-à-dire que j'ai vraiment tout noté. Je peux vous donner la variation du prix des tomates sur l'année 2019 au kilo. Voilà, par type de tomate. J'ai vraiment tout noté. C'est pas forcément utile en fait au quotidien. Là où ça m'a été utile, c'est en mettant en place mon budget de cette année, j'avais une base de travail méga détaillée qui m'a vraiment aidé. C'est-à-dire que je ne suis pas partie de zéro. On part jamais vraiment de zéro, mais là je ne suis pas partie de zéro du tout. J'avais vraiment toutes les infos possibles et imaginables.
Voilà, donc ça c'était plutôt pas mal. Les 3 gros points négatifs, par opposition à ce que je viens de vous dire, j'ai dû utiliser une partie de mon fonds d'urgence. Comme je l'ai dit, notamment à cause des pépins vétérinaires. Ce sont les risques du métier quand on a un chat, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai un petit peu d'argent de côté pour les urgences. Ça peut vite grimper les frais, donc du coup j'ai pas mal tapé dedans. Je l'ai pas remonté aussi, pas mal. donc voilà, mais j'ai tapé dedans. Et j'avais pas du coup de bas de laine en plus. Donc, comment dire, c'est un peu ma ceinture de sécurité, le fonds de secours, et j'aime pas taper dedans. Même si je me dis, ouais, mais c'est pour une urgence, t'as pas le choix. Là, pour le coup, pour les frais vétérinaires, je pense que j'aurais pu m'organiser autrement. Deuxième point un peu négatif, à part ce fameux fonds pour les urgences, je n'ai pas mis grand-chose de côté en termes d'épargne sur du long terme. J'ai un peu merdé, pour être honnête. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Là, j'ai pas fait beaucoup mieux. J'ai fait beurre. Et c'était pas top. J'ai peu mis de côté, j'ai pas forcément bien mis de côté non plus, comme je l'ai dit, je suis pas fan de mon produit d'épargne actuel. Troisième point, mon budget. Alors, peu particulier 2019 comme année. Mon budget a été, mais alors, super aléatoire, et alors, c'était du grand n'importe quoi. Alors, c'était pas du grand n'importe quoi en termes de chiffres, puisque là, pour le coup, j'étais toujours dans les clous, je me suis jamais retrouvée dans le rouge. Par contre, waouh, en termes d'organisation des dépenses et tout le reste, c'était une catastrophe. Alors pour ma dépense, ça a été une année un peu particulière 2019 puisque j'ai déménagé en 2019 et si vous avez déjà déménagé, ce qui est le cas je pense de 90% d'entre vous, quand vous gérez votre déménagement de A à Z, vous avez toujours des dépenses, enfin c'est un peu le bazar. Il y a toujours des dépenses inattendues. On budgète au maximum et on se retrouve jamais exactement à tomber, enfin ça tombe jamais exactement comme il faut et on se retrouve à avoir des dépenses exceptionnelles on va dire pendant quelques mois après le déménagement. Donc du coup je pense que ça a aussi joué sur le fait que j'ai eu l'impression d'avoir un budget des dépenses complètement aléatoire quoi. Typiquement je me suis retrouvée, j'ai déménagé, donc j'ai emménagé dans cet appartement début février, mais c'est pas compliqué, j'ai emménagé le 1er février 2019, donc il y a un peu plus d'un an, et je me suis retrouvée en avril ou mai, je ne sais plus, à acheter un système de protection de fenêtre pour cat-proofer ma fenêtre, parce que je suis au 5e étage avec 0 protection devant les fenêtres, logique, et j'ai un chat, il y a des pigeons en ville. Et alors la première fois que j'ai attrapé mon chat au vol parce qu'il essayait de choper un pigeon, je me suis dit non mais là il faut vraiment que je mette un truc entre lui et le vide, parce que bon, un chat qui tombe du 1er étage, on va dire, ça peut le faire, c'est pas top, ça peut coûter super cher chez le veto, mais ça peut passer. Un chat qui tombe du 5e, ça s'appelle une crêpe. Donc voilà, j'ai eu des frais comme ça que j'avais pas forcément anticipé et que j'avais pas forcément anticipé en février-mars parce qu'il a fait relativement frais on va dire, et que je n'aérais pas forcément, j'avais pas la fenêtre ouverte en permanence. Ce système me permet aussi du coup de lui laisser la fenêtre ouverte tout le temps à la belle saison. Voilà, ce que je ne peux pas faire si j'ai pas ça, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai eu pas mal de petites choses comme ça, diverses et variées, le fait aussi, autre dépenses complètement, mais alors, je m'y attendais pas forcément pour être honnête. Mon ancien appartement était très sombre. Le nouveau est très lumineux, ma monstera, donc ma plante, a juste quadruplé de taille, en l'espace de... voilà, ça fait elle est bien 5 fois plus grande que ce qu'elle était avant l'espace d'un an. J'ai dû changer 2 fois de pot. Voilà, c'est tout bête. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas grand chose, c'est du pot, machin. Ouais, c'est du pot. C'est un pot. Le problème, c'est que j'ai plein de plantes et qu'elles m'ont toutes fait ça. Voilà. C'est un problème de pot, ça fait des frais en plus. Voilà, c'est des petits trucs comme ça auxquels on pense pas forcément. J'ai un problème d'infiltration dans mon plafond. Je risque d'avoir une avance de frais à faire à un moment donné ou à un autre. Quand on emménage et qu'on ne maîtrise pas encore un nouvel appartement, on n'a pas toutes les infos. Et on a du mal des fois à bien gérer son budget, notamment au niveau des consos d'élec, de l'eau, etc. Donc globalement, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui se met en place sur la première année et je pense que ça a participé à cette impression d'avoir un budget, enfin de ne pas avoir de budget, de faire tout en vrac. Et par rapport à d'habitude où je suis très réglée en fait dans mes dépenses, là ça m'a fait un peu bizarre.
ça se tasse progressivement, hein, cette impression disparaît, mais voilà, ça a été un petit peu frustrant, on va dire. Donc, une fois ce bilan fait, en 2020, qu'est-ce qu'on fait? En 2020, on optimise. Pour moi, optimiser, ça se faisait en plusieurs étapes. C'était tout d'abord repenser mon budget. Voir où étaient vraiment les catégories de dépenses les plus importantes, prévoir mieux certaines dépenses via l'utilisation de ce qu'on appelle en anglais les sinking funds, c'est-à-dire grosso modo c'est un fonds dans lequel on va mettre de l'argent de côté, une épargne si vous voulez, mais dédiée à un projet spécifique, ça peut à court ou moyen terme. Typiquement pour les vacances, pour s'acheter telle ou telle chose, pour les frais vétérinaires, etc. Donc ça c'est pas mal. Moi les sinking funds, je les utilise d'une façon assez, je dirais, classique, c'est-à-dire que grosso modo, en début de mois j'épargne, et en fin de mois ce qui reste est réparti dans les différents sinking funds. Alors on peut le faire en début de mois aussi, en fonction des projets, je le fais aussi en début de mois pour certains cas, mais le gros de ce que je répartis se fait en fin de mois, sachant qu'en fin de mois en général il me reste un petit peu d'argent, donc je le répartis dans les différents sinking funds en fonction de la priorité. Donc repenser mon budget, c'était aussi repenser la façon dont je traque mes dépenses pour traquer de façon plus efficace. Traduction, le fichier Excel qui fait 3 gigas, je refais pas cette année quoi. Ça m'a juste... ça m'a épuisé le truc. Donc voilà. Traquer de façon plus efficace, c'était trouver ou développer de nouveaux outils plus adaptés à mes dépenses actuelles. Typiquement... sur 2018, en fait en 2019 j'ai utilisé un fichier 2018 qui prenait notamment en compte le fait que j'allais au travail en voiture, que j'avais des frais de transport qui étaient totalement aléatoires en fonction des bouchons, des problèmes des pannes de voiture, etc. Et ce qui faisait que je jonglais avec ce budget qui était relativement aléatoire et élevé en plus. Et j'ai réutilisé en fait la même feuille Excel pour 2019 qui était super détaillée à des endroits en fait qui n'ont plus besoin d'être détaillés. Donc là pour le coup pour cette année j'ai repensé un petit peu mes outils, je travaille toujours sur Excel, j'adore Excel, c'est mon truc, j'adore Excel. Ça me permet surtout de bien suivre mon budget et de faire des projections. Alors moi pour pouvoir bien suivre mon budget j'ai besoin de savoir où je vais. C'est pas le cas de tout le monde. J'aime bien, notamment, pour prendre un exemple tout bête, au niveau de mes dépenses d'électricité, Engie/EDF étant ce qu'ils sont, ils me prélèvent beaucoup plus que ce que je consomme effectivement, puisqu'ils basent en fait leur prélèvement sur le mois de juillet, qui pour moi est le mois où je consomme le plus d'électricité, puisque j'ai une clim et un vieux chat, et du coup ils ont basé tous les mois là-dessus. Le truc c'est qu'en fait l'hiver je mets pas de chauffage, quasiment pas. Donc je consomme pas grand chose le reste de l'année et je sais qu'il me reverse en général beaucoup d'argent en fait tout simplement et du coup ça j'aime bien pouvoir l'anticiper parce que je me dis voilà c'est plutôt sympa. Alors c'est quelque chose qui moi ne me dérange pas de leur verser de l'argent et d'être remboursé de 600 balles à la fin de l'année, tout simplement parce que ces 600 € c'est quelque chose qui va directement sur un compte épargne. C'est comme si je mettais de l'argent de côté tous les mois. Voilà, tout simplement. Mais j'ai des choses comme ça, en fait, que j'aime bien pouvoir un petit peu anticiper pour savoir un peu où je vais. Donc, repenser mon budget, prévoir mieux mes dépenses, notamment via des sinking funds, traquer de façon plus efficace pour pouvoir, en fait, au final, épargner plus en quantité. L'an dernier, en moyenne, je mettais 100 € de côté tous les mois, alors avec le même salaire que que cette année. Et donc là, mon objectif, c'est 200 € par mois minimum. Donc épargner en début de mois. Parce que, soyons honnêtes, si j'épargne en début de mois 200 €, il me reste largement de quoi ne pas me serrer la ceinture le reste du mois. L'an dernier, comme j'épargnais en fin de mois, souvent, quand il reste de l'argent sur votre compte, vous faites un peu moins attention à vos dépenses, en fait, tout simplement. Et moi, en tout cas, c'était totalement le cas. Et du coup, j'ai fait des achats qui, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas toujours été des bons achats, notamment en matière de vêtements.
Alors, j'achète peu de vêtements, je les achète tous d'occasion, mais ça ne m'empêche pas d'avoir fait des erreurs, entre guillemets. Donc voilà, c'est aussi une chose que je voudrais essayer de recadrer en épargnant en début de mois. Donc comme je le disais, épargner plus, pour moi, c'est 200 € mis de côté en début de mois. Donc ça fait plus ou moins 16%, alors 16,7% de mon salaire, donc qui est épargné en début de mois. C'est très important. Et comme je le disais, en fin de mois, ce que je n'ai pas utilisé parce que je n'utilise pas toujours la totalité de mes budgets. Alors j'essaie de les faire les plus serrés possibles, c'est-à-dire de coller le budget théorique au maximum à ce que vont être mes dépenses, mais parfois j'ai pas besoin en fait de la totalité des sommes, notamment hobby et entertainment, etc. Parce que il y a des mois où je vais sortir, je vais faire des choses. Et puis alors, clairement, il y a des mois en hiver où je vais tricoter chez moi, en fait. Et puis, parfois, je vais aller plus souvent au sport, moins souvent au sport, etc. Ça va aussi faire varier mon budget à ce niveau-là, les vacances, pas de vacances, etc. Donc, voilà. Donc ça, en fait, ça va me permettre de dégager un peu plus d'argent à mettre de côté en fin de mois. C'est-à-dire que je vais mettre 200 € de côté en début de mois, plus cet argent en fin de mois. Donc c'est plutôt sympa, en théorie, je fais une moyenne, je devrais pouvoir mettre à peu près 250 € de côté tous les mois. Alors, je m'emballe pas, je pense que ce sera plutôt un peu moins, sachant qu'en plus, les 50 € plus vont vers des sinking funds, donc ils vont être dépensés à court, moyen terme. Voilà, c'est pas de l'épargne sur du long terme, mais c'est pas mal. Par rapport à l'an dernier, c'est pas mal. Donc je vous ai parlé d'épargner plus. Une fois qu'on a déterminé que j'épargne plus, mon autre challenge cette année, c'est d'épargner mieux. Et alors ça va être un peu plus... C'est-à-dire que ça va me demander un peu plus de travail. Puisque je voudrais changer mon produit d'épargne pour aller vers quelque chose qui soit plus en accord avec mes valeurs. Donc, pour moi, il y a eu 2 problématiques qui se sont posées. Enfin, 2 questions que je me suis posées autour de cette problématique d'épargner mieux. Je me suis dit, 1, j'aimerais un truc qui ait du sens. Et 2, j'aimerais un truc qui me rapporte de l'argent. Soyons clairs, vu ce que j'épargne, et étant donné que je veux épargner, je veux placer mon argent en fait avec même pas le placer, je veux épargner sur un produit d'épargne qui soit très sécure, donc je ne veux pas que ça touche à mon capital, je me retrouve forcément avec des produits d'épargne dont les intérêts sont extrêmement bas. Grosso modo, je peux trouver un peu mieux que le livret A, mais pas des masses. Donc une fois qu'on sait ça, que je ne veux pas prendre à l'heure actuelle, au vu de mon épargne, de risque, la question qui devient en fait centrale, c'est d'avoir un produit d'épargne plus en accord avec mes valeurs et qui me correspond mieux. Donc j'ai commencé un petit peu à chercher, je me renseigne, je me laisse jusqu'à juin pour vraiment me décider. Là, à l'heure actuelle, j'ai 2 types de produits d'épargne qui m'intéressent. C'est l'épargne, le livret d'épargne solidaire, le deuxième, c'est le livret épargne environnement, je crois. Bref, il y en a un qui, grosso modo, fait travailler votre argent pour bénéficier à votre communauté en local, donc ce qui est plutôt cool, et l'autre pour bénéficier en fait à une action en faveur de l'environnement. Sachant que il faut que je vérifie pour l'environnement, mais dans le cas du livret d'épargne solidaire, ça c'est sûr, on peut aussi faire don de ses intérêts, et donc 66% de ce don est déductible des impôts. Alors, vous allez me dire, oui, faire don de 0,8% d'intérêt, je sais, c'est pas des masses, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà, je me dis que si on fait tout ça, 70 millions de Français, ça peut commencer à être intéressant. Donc, voilà, je me fais quelque chose qui ait un minimum de sens. À défaut de me rapporter... Si vous voulez, ma réaction viscérale au début, c'était de manière à défaut de me rapporter de la thune, au moins que ça veut dire quelque chose. Voilà, c'était vachement français. Mais c'est un petit peu la réflexion que je me suis faite. Donc voilà. Ensuite, le deuxième point, c'était que je voulais épargner avec un ou des objectifs un peu plus définis que l'an dernier. L'une des raisons pour lesquelles j'ai épargné pour du long terme aussi peu l'an dernier, c'est parce que j'avais pas d'objectifs. J'avais pas forcément d'objectifs, j'avais pas forcément fait de prévision à long terme. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancée dans une prévision de l'épargne, de ce que serait mon épargne à long terme, au moment où je partirai à la retraite. Alors vous allez me dire, ok, t'as 30 piges, t'as 35 ans devant toi. Ouais, mais ça fait vachement d'argent en fait, quand on y pense comme ça.
Donc voilà, c'est totalement idiot, mais ça me donne un espèce d'objectif où je me dis, ouais, je fais ça pour ma retraite. Alors je pense que c'est aussi parce que ça colle à l'actualité, à la réforme des retraites, etc. Au fait que j'ai conscience que je fais partie d'une génération qui va certainement ne pas avoir de retraite des masses. En tout cas, si on veut une retraite, il va falloir qu'on se la fasse. Ce qui, personnellement, me pose pas plus de problèmes que ça. Enfin, voilà, bref. On n'a pas trop le choix, de toute manière. Donc, ça m'a donné, en fait, un objectif sur du long terme. Alors, du très long terme, en effet, mais du long terme. Et le fait d'avoir fait une projection, je sais à peu près où j'en serai à des dates spécifiques. Et ça permet vraiment de concrétiser l'épargne. C'est plus quelque chose de virtuel, ouais, c'est pour ma retraite dans 35 ans. Non, c'est un peu plus concret et je trouve que c'est pas mal. Alors, c'est pas mon seul objectif. Et bien évidemment, la projection que j'ai faite, c'est une projection partant du principe que je vais jusqu'à la fin de ma carrière garder le même revenu que j'ai actuellement. Autant vous dire que j'espère pas, en fait. Parce que bon, 1200 balles c'est bien, mais j'ai pas l'intention de rester là toute ma vie. Donc voilà. C'est un petit peu, ça va forcément augmenter à un moment donné ou à un autre. C'est vraiment une prévision minimale. Et ensuite, je vais commencer également à me renseigner. Alors ça, c'est plutôt à partir de juin, donc une fois que je me serai posée sur mon produit d'épargne, me renseigner sur l'épargne et un livret épargne retraite d'autre part. Donc ça va dépendre un petit peu de comment va évoluer mon année, puisque j'ai pas mal de... Ça va être une année pleine d'événements. Mais ça fait partie en fait de ce que je fais en deuxième partie d'année. Donc le livret épargne retraite, je me renseigne un petit peu plus sur les modalités. Je sais qu'il y a plusieurs façons de s'en servir. Voilà, je veux savoir où je vais, si ça m'intéresse, si ça s'applique à moi ou non. En tout cas, si ça correspond à mes besoins et à mes demandes. Et ensuite, me pencher un petit peu plus sur les produits de placement parce que j'ai conscience que si ma carrière évolue comme je souhaite qu'elle évolue, à un moment donné, dans les, on va dire, 3 ans à venir, je serai au taquet sur mon livret épargne, on va dire, solidarité ou autre. Certainement, j'aurai certainement basculé mon épargne, je continuerai à épargner si vous voulez, sur un livret épargne retraite ou un autre produit d'épargne, mais j'aurai peut-être de l'argent disponible pour des placements. Et je voudrais avoir une certaine compréhension de cet univers avant de me lancer dedans. Parce que les placements, alors là je parle même pas de jouer en bourse, je parle de placements classiques on va dire. L'univers des placements c'est un univers qui est relativement complexe à première vue, même si ça n'est pas forcément quand on se penche dessus. C'est surtout un univers qui est en constante évolution et en général, quand on se renseigne un petit peu sur ce qui s'est passé avant, on peut arriver à avoir une certaine, pas une longueur d'avance, mais une certaine compréhension de l'évolution possible, si vous voulez, de cet univers, on va dire. Je vais pas me repencher, je vais pas continuer sur cette thématique-là, on en reparlera si vous voulez. Partie d'année, je vais un petit peu creuser sur tout ce qui est placement, livret épargne retraite, des trucs qui sont pour du plus long terme, on va dire. Donc voilà mon plan d'action pour 2020. C'est pas mal, c'est plutôt... je suis plutôt contente de moi. Non, je suis plutôt contente de moi parce que j'ai eu du mal en fait au départ à arriver à quantifier ce que je voulais faire, comment je voulais le faire et vraiment à arriver à définir mes objectifs puisque optimiser ses finances c'est hyper vague en fait. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, et on en reparlera certainement dans un prochain épisode, le prochain épisode on va parler du budget à base zéro, du BBZ. Je retoucherai un mot sur ce dont je vais vous parler tout de suite dans le prochain épisode. Je me suis créé en fait un budget annualisé type, c'est-à-dire grosso modo avec toutes les dépenses qui sont des dépenses annuelles, donc souvent des one-shots sur l'année. Typiquement, j'ai une prime de fin d'année, elle tombe une fois. J'ai un remboursement d'EDF, ils le font qu'une fois. Des choses comme ça qui tombent, les ordures ménagères, qu'est-ce qu'on a d'autre, la prime attentat pour l'appartement, etc. Tout ça, c'est du one-shot. Mon budget de Noël, c'est du one-shot. Donc ça, c'est mon budget annuel type, donc prévisionnel. Et ensuite, mes frais de compte bancaire aussi.
Et ensuite, j'ai un budget mensuel type qui lui, voilà, j'adapte tous les mois, hein, si vous voulez, au mois spécifiquement. On en reparlera dans le prochain épisode sur le BBZ. Mais j'ai quand même un budget type qui me permet d'avoir une vision globale de ce qu'est mon budget, si vous voulez, d'avoir une base de travail. Donc voilà, mon plan d'action pour cette année, c'est ça. Le but final, c'était d'arriver à optimiser les outils que j'utilise de façon à perdre un minimum de temps. Parce que gérer ses finances, ça peut vite prendre plein de temps et c'est pas forcément le but. Donc voilà, le but c'était d'arriver à avoir quelque chose de facile à utiliser et voilà, et de plutôt sympa pour arriver à atteindre mes objectifs. Donc si vous avez des remarques, des questions, si vous aussi votre objectif pour 2020 c'est d'optimiser vos finances, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour en discuter ou dans les commentaires pour en discuter aussi. Je vais un petit peu essayer d'optimiser le blog de façon à faire apparaître une page pour épargner cacahuètes avec l'ensemble des épisodes du podcast téléchargeables, puisque YouTube c'est cool pour les écouter, mais pour les télécharger ce sera plus pratique directement via le blog. Voilà, donc ça prend un petit peu, ça se met en place tout doucement. J'espère que le son est un peu moins pourri que la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'était une catastrophe à éditer, j'ai cru que j'allais me jeter par la fenêtre, et du 5e c'est pas cool. Donc voilà, je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à la semaine prochaine du coup, et on va parler BBZ.